Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux, merci de votre fidélité. Alors au programme aujourd'hui, un premier sujet pas forcément facile, mais c'est intéressant de l'aborder. Nous allons parler du deuil, comment faire le deuil de son animal. C'est un moment difficile, un passage obligé et tellement redouté par tous les propriétaires d'animaux de compagnie. Pourtant, si on le prépare, on peut améliorer la situation, en tout cas la vivre le mieux possible. C'est ce que nous découvrirons en compagnie du docteur Vincent Daté. Il va nous expliquer comment aborder le plus sereinement possible la fin de vie de son animal. Côté vie sauvage, nous allons nous intéresser aux pollutions sonores sous-marines. C'est un problème sous-estimé et on a choisi aujourd'hui de le mettre en avant à l'occasion de la Journée mondiale des océans. C'est Aurore Morin qui est chargée de campagne conservation marine pour AIFO, cette association que vous connaissez bien dans vos animaux, le Fonds international pour la protection des animaux. C'est elle qui viendra nous en parler. Enfin, peut-être entendez-vous un petit bruit à mes côtés. Je n'en suis pas sûre, mais vous allez l'entendre au cours de cette émission. Il s'agit de Floki. Floki, vous allez le découvrir et surtout si vous nous suivez en vidéo sur nos réseaux sociaux, vous allez voir de qui il s'agit. C'est un pada, c'est son éleveur, Grégoire Dorger, qui viendra nous présenter ce pada. Un pada, c'est un oiseau pour ceux qui l'ignoreraient. Et ce pada, les padas de manière générale, ont un tempérament bien spécifique. Ce sont presque des chiens, des chats, ils vous suivent partout. Voilà, c'est assez mignon. Et je vous avoue que la Floki, il n'a qu'une envie, c'est qu'on lui ouvre sa cage. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et nous, on se retrouve d'ici quelques instants. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux et vous. Et aujourd'hui, dans Vos Animaux et vous, nous allons aborder un thème que nous n'avons pas très souvent abordé dans cette émission, celui du deuil de son animal. Un thème difficile qu'on a souvent envie de laisser de côté. Et pourtant, si on prépare les choses à l'avance, si on y pense, si on se prépare aussi psychologiquement à la manière d'accompagner le mieux possible son animal sur sa fin de vie, eh bien, on passe ce cap délicat d'une manière moins désagréable. Bonjour Vincent Daté. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Natacha. Vincent, vous êtes vétérinaire, vous êtes fondateur d'Animacare et vous êtes directeur du développement de la société des crématoriums pour animaux qui s'appelle Funecap. Vous allez nous faire partager bien sûr votre expérience et puis nous expliquer aussi peut-être comment on peut vivre le mieux possible ce moment qui est un moment délicat et redouté par tous les propriétaires d'animaux de compagnie. Chers auditeurs de Sud Radio, n'hésitez pas à composer le numéro du standard, le 0826 300 300 si vous voulez nous faire part de vos témoignages. Première question que j'ai envie de vous poser, Vincent, la gestion du deuil d'un animal de compagnie prend une part grandissante dans notre société et même chez les vétérinaires, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience que perdre son animal, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui touche profondément. Et oui, parce que l'animal est un membre de la famille désormais. Et cette place familiale se retrouve dans la société. Et au moment de la mort, elle s'exprime par des rites funéraires qui sont de plus en plus marqués. Et ces rites funéraires commencent chez le vétérinaire par un accompagnement à la prise de décision, un accompagnement au choix des options funéraires et aussi un accompagnement du deuil animalier. En fait, le deuil animalier gagne en notoriété et en gagnant en notoriété, il prend une place dans la vie de la société. On va donner la parole à une première auditrice. Bonjour Laure, merci d'être avec nous aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio. Laure ? Bonjour. Est-ce que Laure est avec nous ? Bon, écoutez, c'est pas grave. On a un autre auditeur. Ah, allô. Bonjour Laure. Merci beaucoup d'être avec nous. On avait l'impression qu'on vous avait perdu. Mais non, vous êtes bel et bien là. Oui. Vous, Laure, vous avez connu ce moment difficile puisque vous avez perdu votre chatte, je crois, il y a une dizaine de jours. Oui, exactement. En fait, c'est la deuxième fois que je fais l'accompagnement de fin de vie d'un animal de compagnie que j'avions. Vous avez accepté de témoigner dans cette émission pour partager votre expérience. Ça a été, j'imagine, un moment très douloureux pour vous.
Oui, particulièrement parce que en fait, bon, cette chatte, nous l'avions depuis très longtemps puisqu'elle avait 23 ans. Ah oui. Donc une longue vie pour elle de partage avec nous. Et nous avons dû alors dans un premier temps, on l'avait emmenée chez la vétérinaire parce que on voyait qu'elle commençait à faiblir. Oui. Donc il y a eu un petit traitement par le vétérinaire qui a été mis en place pour essayer de voir s'il y avait une amélioration. Et puis, au bout de 3 semaines, on a dû donc ramener notre chatte chez la vétérinaire pour faire l'accompagnement de fin de vie, puisqu'on voyait que non seulement ça ne s'améliorait pas, mais ça se dégradait en fait. Elle perdait du poids, elle avait des difficultés à se déplacer, elle avait tout le train arrière qui commençait en fait à se paralyser. C'est toujours un moment délicat de savoir quand il faut mettre fin à leur vie, fin à leur souffrance. Comment ça s'est passé pour vous ? Alors, non, voilà, c'est vraiment ce qui a déclenché le fait qu'on fasse, prenne cette décision, c'est le fait de voir la dégradation de notre chat et puis de ne pas vouloir la laisser souffrir inutilement, même si c'est un moment qui est toujours difficile pour l'avoir déjà vécu, puisque j'ai déjà fait l'accompagnement d'un premier chat, aussi en fin de vie. Mais la difficulté aujourd'hui, je trouve, pour moi en tout cas, pour ma part, c'est nous avons encore un chat à la maison. Oui. Et j'ai vu le comportement de mon 3e chat changer depuis en fait le départ de Cassis. À savoir que c'est un chat qui était très très câlin avec moi et très proche de moi, en fait, c'est un petit peu la petite sangsue. Oui. Et depuis le départ de Cassis, j'ai l'impression qu'il sent que c'est moi qui ai pris cette décision et du coup, j'ai vu son comportement changer. Par exemple, il est beaucoup moins câlin quand il dort avec nous, hein, parce qu'on est en pavillon, mais malgré tout, nos chats, on les a toujours fait rentrer le soir pour éviter qu'ils se battent ou qu'ils se fassent agresser pendant la nuit. Et donc, il dort avec nous, comme les autres. Et en fait, maintenant, il dort sur mon mari. Il vient faire un câlin vite fait avec moi, mais hop, systématiquement, il repart sur mon mari, alors que c'est pas du tout le comportement qu'il avait. Donc, en fait, c'est d'autant plus difficile que, on a perdu cette chatte. Et puis, je vois le comportement de Nova qui s'est éloigné de moi. Je ne sais pas s'il a perçu quelque chose et c'est très, très déstabilisant, en fait. Alors, moi, ce qui m'amène comme réflexion, ce que j'entends là, me fait vous dire, moi, je pense que Nova, il a tout simplement perçu que sa copine n'était plus là et ça doit générer chez lui certainement de l'inquiétude, du stress, une forme de solitude aussi. Mais de là à dire qu'il vous en veut parce que vous avez pris cette décision, je pense que c'est une erreur d'aller dans cette réflexion-là. Vous voyez, il ne vous attribue certainement pas la décision. En revanche, il constate qu'il y avait un autre être dans la maison auquel il était attaché et que cet être n'est plus là. Donc forcément, ça induit chez lui des comportements qui sont nouveaux, qui sont différents, pour exprimer l'anxiété que ça génère, la tristesse que ça génère. Et les conséquences, c'est qu'il a changé ses habitudes. Il va vers votre mari au lieu d'aller vers vous, il est moins câlin, mais ce n'est pas pour vous pointer du doigt et vous dire c'est de ta faute. Ça, vraiment, je pense qu'il faut que vous soyez rassurés sur ce point. D'accord. Parce qu'effectivement, dans le comportement, oui, on a vu, il y a des zones, ils se partageaient en fait le territoire dans la maison, hein, bien sûr, puisqu'en plus, Cassis est arrivée la première dans la maison et Nova est arrivée 6 ans après son derrière. Donc, en fait, c'était vraiment elle qui commandait dans le territoire de la maison. C'est pour ça que je pense que ça perturbe vraiment énormément sa perception du quotidien, d'où ces changements d'habitude. Mais c'est vraiment pas une manière de vous culpabiliser ou de vous rendre responsable de quoi que ce soit. Vraiment, soyez rassurés par rapport à ça alors. Est-ce que vous savez, Laure, qu'il existe différents moyens de gérer le corps de son animal une fois décédé ? Alors oui, il y a l'incinération, qui est possible.
Nous, donc, on est passé par là. De toute façon, je crois que c'est une obligation à l'heure d'aujourd'hui. Après, la différence dans l'incinération, c'est soit c'est quelque chose de collectif, soit c'est quelque chose d'individuel. Vous avez choisi l'option individuelle ou pas forcément? Collectif, parce que j'avais pas les moyens financiers de. Oui, c'est vrai que ça coûte cher. Alors, je vais demander à Vincent Daté, parce que aujourd'hui, la situation évolue. Les offres, les propositions qui sont faites aux propriétaires d'animaux sont de plus en plus vastes pour gérer la dépouille de son animal et le souvenir qu'on veut en garder aussi. Oui, tout à fait. Vincent? Oui, effectivement, un animal peut être crématisé avec d'autres animaux, c'est ce que l'on appelle la crémation collective, ou crématisé seul. Et lorsque l'animal est crématisé seul, alors les familles peuvent récupérer les cendres. Mais en plus de cette prestation de crémation, il peut y avoir des prestations additionnelles comme faire toiletter l'animal, récupérer une crâne de la patte de l'animal, une touffe de poil. Les familles même peuvent venir assister à certaines crémations au sein du crématorium. Tout ça, ça contribue à faire vivre la mémoire, à transformer la mémoire en bon souvenir, en souvenir de la belle relation que vous avez eue avec la famille. Sur le plan du coût, une crémation collective coûte en moyenne en France environ 80 €. Et une crémation individuelle va coûter environ de 200 à 300 € suivant le niveau de prestation. Parce que moi, on a été dans la fourchette haute, parce que pour une crémation collective, ça nous a coûté quand même 200 €. Ah oui. Ah oui. Voilà. Donc effectivement, le choix de l'individuel, c'était pas possible pour nous financièrement. Alors on a réalisé à notre façon quand même un souvenir de notre chat, puisque en fait les enfants étaient très proches évidemment de cet animal qu'ils ont connu depuis qu'ils étaient petits, et nous en fait, comme elle s'appelait Cassis, les enfants a souhaité qu'on achète un cassissier et qu'on le plante dans le jardin. Donc c'est notre façon. C'est un très bel hommage. Voilà, de conserver la mémoire de notre chat. Exactement. Et qu'elle soit toujours avec nous. Eh bien, merci beaucoup, Laure, et votre émotion nous touche, et on vous remercie d'avoir accepté de partager votre témoignage sur l'antenne de Sud Radio. Merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. On va donner la parole à un autre auditeur, Tony. Bonjour Tony, merci d'être avec nous. Bonjour Natacha, bonjour Vincent. Tony, vous avez 2 chats, c'est ça? Alors, j'avais. Vous aviez 2 chats, pardon. Voilà, j'avais 2 chats. En fait, nous, on a eu deux fois la perte d'un chat. Un premier chat que l'on a perdu il y a 5 ans. Bon, ça a été difficile. Je suis rentré du travail, je l'ai trouvé allongé par terre à la maison. On est soignants tous les deux avec mon épouse. Et bon, moi, je voyais, quand je l'ai emmené chez le vétérinaire, je lui ai dit, écoute, il y a un tirage, il y a une ventilation dissociée. Je ne sais pas ce que c'est chez les animaux, mais chez les adultes, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, bref, ça a été très vite. Il a fait une radio, puis il m'a expliqué que le chat, il a fait une grosse décompensation respiratoire. D'accord. Et que c'était fini, quoi. Il avait les poumons totalement noyés. Pendant qu'il m'expliquait ça, moi, la douleur, c'était de voir ce chat souffrir, quoi. Bien sûr. Je lui ai dit, arrêtez de m'expliquer tout ce qu'il a. Si c'est fini, arrêtez les souffrances. J'ai même pas eu le courage d'appeler ma femme pour lui dire que c'était fini, pour vous dire à quel point ça touche, quoi. C'est le vétérinaire qui a appelé et qui lui a dit, bon voilà. Donc ça, c'était le premier. Alors il s'en est suivi qu'on regardait toujours la fenêtre où il se mettait pour gratter, pour rentrer. Ça en est suivi un manque, quoi. Et on a repris 2 chats qui étaient, d'après le vétérinaire, 2 vrais jumeaux. D'accord. Nous habitons à la campagne. Ces chats avaient l'habitude de gambader dehors, dedans, ils faisaient leur vie, quoi. Il y a une chatière, donc ils rentrent, ils sortent comme ils veulent, et puis un jour, on est rentré, et puis il n'y en avait plus qu'un. On l'a cherché, on l'a appelé, bref, il a disparu. Les chasseurs du coin nous ont expliqué qu'il y avait des renards, et que les renards, apparemment, ça attaque et ça mange les chats. Oui. Donc on suppose qu'il a été attaqué et mangé par un renard. Mais là, le deuil, surtout, a été du côté du chat, quoi, de celui qui est resté naquit. C'est un peu la même histoire que ce que nous a raconté Laure avec son chat Nova, qui était extrêmement triste de la perte de sa copine. Mais là, tout à fait. Il tournait en rond, il miaulait, il le cherchait, il ne mangeait plus. On a dû l'emmener chez le vétérinaire parce qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Et voilà, donc là, il nous a expliqué que les chats, ça arrive qu'ils dépriment très fréquemment.
Tout à fait. Et donc, voilà, bon, petit à petit, maintenant, il s'est remis, hein, puisque cette histoire, maintenant, elle date d'il y a donc 1 an et demi, 2 ans en arrière. Mais au début, bon, ça a été très dur pour tout le monde, hein, pour nous, parce que c'est vrai qu'il faisait des choses. Mais ça ne vous empêchera pas, Tony, de reprendre d'autres animaux, j'imagine. Alors, j'avais l'intention de reprendre un chat. Je vous avais d'ailleurs posé la question dans une émission précédente. D'accord. Et ma crainte, c'est que, bon, s'il accepte, tout va bien. Si c'est lui qui l'emmène, tout va bien. S'il le refuse, qu'il se mette à marquer son territoire en faisant pipi partout dans la maison. Bon, ça c'est pas très plaisant, compliqué. Ça, je vous l'accorde. Voilà, ça nous a un peu... Parce que moi, j'avais l'impression, ma femme me dit non. J'ai l'impression qu'il s'ennuie. Mais en fait, bon, on est à la campagne. Hein, je le vois, il gambade. Oui, s'il va dehors, il ne doit pas vraiment s'ennuyer. Mais s'il avait l'habitude d'avoir un copain, c'est quand même peut-être une bonne idée d'en reprendre un. En tout cas, l'idée d'avoir un autre animal ne vous fait pas peur. Parce que souvent, quand on perd son animal de compagnie, on se dit « plus jamais j'en reprendrai, c'est trop douloureux ». Je crois qu'on est tous passés par là, puis au final, évidemment, on oublie cette idée de ne pas en reprendre parce que leur présence est tellement riche à nos côtés. On a même un camping-car et on envisage la possibilité, si on en reprenait un, tout petit, de l'habituer à venir avec nous quand on part en vacances. Là, celui-là, bon, c'est un peu tard maintenant. Mais, voilà. En tout cas, Tony, merci beaucoup d'abord pour votre fidélité à l'antenne de Sud Radio et puis pour ce témoignage. Merci, très bonne journée à vous, Tony. Vous aussi, au revoir. Je reviens avec mon invité Vincent Daté, qui est vétérinaire et qui est fondateur d'Animacare. Vincent, une question peut-être un petit peu bête, mais je pense que beaucoup se la posent. Est-ce qu'on a le droit d'enterrer son chien ou son chat dans son jardin ? Alors, le règlement sanitaire départemental de chaque foyer va définir les règles suivant lesquelles l'inhumation dans le jardin est possible. En règle générale, il faut être propriétaire de son terrain, l'enterrer à 35 mètres des habitations et des points d'eau et à 1 mètre de profondeur. Mais j'invite quand même les auditeurs à vérifier dans le règlement sanitaire départemental, l'article 98 de ce règlement, qui se trouve facilement sur Internet, il n'y a pas des règles plus restrictives. D'accord. Voilà. Mais oui, c'est possible si on est propriétaire de son terrain, si on respecte 35 mètres des habitations et des points d'eau et 1 mètre de profondeur. Et il existe, très peu, mais il existe aussi des cimetières animaliers. Une douzaine de cimetières animaliers en France, dont de nombreux fonctionnent sur des modes associatifs, avec des concessions, comme pour les cimetières humains, destinés aux humains, des concessions qui vont de 5 à 25 ans. Effectivement, c'est tout à fait possible de rendre hommage, soit en enterrant son animal, soit en enterrant les cendres ou en disposant des cendres de son animal dans un columbarium, dans un cimetière animalier. Absolument. Vu l'expérience qui est la vôtre, quelles sont les options qui sont privilégiées par les Français en la matière? Est-ce que c'est enterrer son animal, avoir des cendres à la maison? Enfin, il y a tellement d'options possibles aujourd'hui. Oui. Bon, sur les 22 millions d'animaux familiers qui existent en France, on peut considérer qu'il y en a 1,6 million qui meurent chaque année. Et sur ce 1,6 million, il y en a environ 900 000 qui sont crématisés. Donc il y en a environ 700 000 qui sont autogérés par les familles, donc très certainement enterrés par les familles. Donc, voilà un ordre de grandeur de chiffre qui permet de savoir que, une fois sur 3 à peu près, l'animal est enterré. Oui. Et est-ce que dans d'autres pays, les coutumes sont différentes ? Oui, effectivement. Hein, en Espagne, la loi interdit l'inhumation, donc c'est la crémation qui est la règle. En Belgique, en Allemagne, en Suisse, il y a un petit peu plus d'enterrement qu'il y a en France. Il y a un gros impact culturel parce que la crémation a une réputation qui est liée à chaque culture de chaque pays. Donc c'est assez particulier. Mais encore une fois, les rites funéraires reflètent l'évolution de la société. Donc vous faites bien de marquer ces différences entre les différents pays. En France, la crémation s'est généralisée parce que les vétérinaires se sont organisés pour apporter cette solution à l'ensemble de leurs patients. On va donner la parole à une autre auditrice qui s'appelle Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans cette émission sur ce sujet qui est pas facile parce que forcément il nous prend un peu aux tripes quand on aime les animaux et qu'on doit parler de leur disparition. C'est toujours un moment chargé en émotions. Vous-même, vous avez perdu votre chien, Virginie. Oui, tout à fait. J'ai perdu Derby qui était un dalmatien. Oui. Ah non.
il y a 1 an, donc c'est un peu compliqué. Oui. Elle avait 13 ans, donc c'était le chien de la famille. Hein, D'accord. Et il se trouve qu'elle a fait comme un mini AVC. Voilà, elle a perdu la mobilité de sa jambe, je ne pouvais plus se lever. Et puis après, elle avait des signes bizarres au niveau de sa tête. Et bon, j'ai essayé de l'aider pendant 2-3 jours. Et puis j'ai vu que j'ai préféré consulter effectivement un vétérinaire qui m'a fait comprendre que voilà, c'était très compliqué. C'était la fin. Ouais, c'est ça. Donc j'ai demandé à ce qu'on évite qu'elle souffre et j'ai assisté à tout. Je restais avec elle tout le temps. Oui. On va marquer une courte pause, Virginie. Ça va vous permettre aussi de reprendre votre souffle. Et puis on vous retrouve juste après. Restez avec nous. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio, vos animaux. Et vous? Beaucoup de témoignages aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio pour le premier thème de cette émission que nous avons choisi d'aborder, un thème délicat puisque nous parlons du deuil de notre animal de compagnie, un moment ô combien difficile à vivre. Et pourtant aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites pour améliorer en fait la perception de ce moment, le ressenti de ce moment. Nous sommes avec Virginie, une auditrice qui nous explique à quel point la perte de son chien, un dalmatien qui s'appelait Derby, a été ô combien difficile. Oui, tout à fait. C'est extrêmement difficile. Vous savez, quand vous avez un animal qui partage votre vie, voilà. Oui, bien sûr, votre quotidien, vos bons moments, les mauvais moments. Le fait de faire grandir les enfants avec, etc. Quand on a l'habitude de grandir avec des animaux, c'est tellement important tout l'amour qu'ils peuvent vous apporter. Bon, après, il était juste, quand j'ai vu que ça n'allait pas très bien, bon, voilà, on fait le nécessaire et tout ça. Et j'ai tenu à assister à sa piqûre et puis rester avec elle pour me recueillir. C'était important. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que donc vous... Après, moi, je l'ai pas fait, voilà. J'ai essayé au vétérinaire de se débrouiller du reste. Et je ne voulais pas ramener les cendres, etc., parce que c'était compliqué. Par contre, on a fait faire un portrait, pardon, excusez-moi, on a fait faire un portrait au niveau de un beau tableau d'elle. Voilà, c'était important d'avoir ce visage dans mon bureau. On comprend, Virginie, et vraiment on partage de tout notre cœur votre émotion. Merci infiniment d'être venue sur l'antenne de Sud Radio pour nous parler de Derby, pour nous parler de cette expérience difficile. Juste une dernière question, Virginie, par curiosité. Est-ce que malgré la peine que l'on ressent, vous pensez qu'un jour vous allez reprendre un autre chien ? Alors, un autre chien, certainement, oui. Pas pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Oui, vous n'êtes pas mûr. Oui, non. Mais j'ai un chat, par contre, qui a grandi aussi avec Derby, voilà. Mais voilà. Mais c'est important aussi pour nous, donc il faut encore laisser un peu de temps. Bien sûr, bien sûr. Merci à vous en tout cas et bon courage. Merci beaucoup. Vincent Daté, il y a des pays où on voit que certaines personnes compensent la perte de leur animal par des méthodes scientifiques comme le clonage pour essayer de retrouver l'animal perdu. On en est où de tout ça ? Oui, c'est un beau débat et vous l'évoquez dans les témoignages que nous recevons ici à l'antenne. Le clonage, c'est comme remplacer un animal, c'est vouloir avoir le même. C'est une technique médicale qui est accessible dans certains pays du monde. Je pense aux États-Unis. Quels sont les pays, qui autorisent le clonage d'un animal de compagnie ? Les États-Unis et la Corée du Sud ont une offre accessible aux particuliers pour des sommes. J'imagine qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur la table. Oui, j'ai entendu parler de plus de 30 000 euros ou 40 000 euros pour faire sauter un chat. Mais ça pose réellement une question du respect de l'individualité de chaque animal. Je crois qu'on ne peut pas réellement avoir exactement le même si l'apparence physique sera la même. Ça ne sera pas les mêmes, la famille ne sera pas composée de la même façon, au moment de son éducation, son développement ne sera pas le même, et ça peut entraîner une attente très importante vis-à-vis de ce nouvel animal qui va générer de la frustration et parfois même des troubles du comportement. Bien sûr. Bon, j'imagine que de toute façon en France, on est loin d'en arriver là. Oui, je pense qu'en France, les lois sur la bioéthique vont limiter l'accès au clonage. Vincent Daté, une dernière question. On a bien sûr beaucoup parlé des chiens, des chats, mais qu'en est-il des chevaux qui sont aussi des membres de la famille ?
Oui, le cheval est un membre de la famille à part entière. Hein. Il y a le cheval de loisir, le cheval de passion, qui est un vrai membre de la famille, qui a accès lui aussi à une offre de crémation au même titre que les chiens et les chats, et qui a le droit par sa famille à des rites funéraires au même titre que tous les animaux familiers, effectivement. Il existe une offre de crémation destinée aux chevaux en France aujourd'hui. Et l'enterrement d'un cheval dans un jardin très grand, c'est possible? Non, l'enterrement d'un cheval qui est un animal considéré comme un animal de production est interdit dans un jardin. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Vincent Daté pour votre éclairage sur ce sujet qu'on a bien fait d'aborder malgré toute l'émotion qu'il peut susciter, parce que c'est important aussi de parler de cela. Merci à vous Vincent. Merci aux auditeurs d'avoir dépassé leur pudeur. Allez, sans aucune transition possible, nous allons maintenant nous intéresser à la faune sauvage et en particulier aux océans. Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio Aurore Morin. Bonjour Aurore. Bonjour. Aurore, vous êtes chargée de campagne conservation marine pour IFO, le Fonds international pour la protection des animaux. Le 11 juin, c'est la journée mondiale des océans et à cette occasion, vous organisez une campagne de sensibilisation à la pollution sonore sous-marine. C'est un fléau et un fléau insidieux. Tout à fait, effectivement. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire que le milieu sous-marin, c'est un univers assez silencieux, comme le disait le commandant Cousteau avec son fameux film. Mais aujourd'hui, cette qualification, elle est vraiment loin de la réalité. Puisqu'en fait, il y a eu toutes les activités humaines qui se sont développées depuis une soixantaine d'années au-dessus et en dessous de la surface de la mer ont rendu les océans intolérablement bruyants pour tous leurs habitants, ce qui impacte justement l'ensemble de la biodiversité sous-marine. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer justement cette pollution sonore ? Oui, tout à fait. Il y a pas mal d'études qui ont été réalisées par de nombreux scientifiques sur plusieurs espèces qui ont pu démontrer un lien de causalité direct, notamment via certains échouages de cétacés, avec une pollution sonore des activités humaines bruyantes qui avaient eu lieu dans la zone, qui avaient pu causer la mort de ces animaux et les échouages de ces animaux. Et quels sont les impacts qui sont les plus impactés par ces pollutions? Peut-être que forcément ce sont peut-être celles qui sont dans des zones de fort trafic maritime. Il y a peut-être des espèces aussi qui sont plus sensibles. Alors, la majorité des études qui ont été faites ont été réalisées sur les mammifères marins. Donc c'est les animaux sur lesquels on a le plus de données aujourd'hui. Mais on commence à découvrir qu'il y a beaucoup d'autres animaux, petits animaux auxquels on n'aurait pas forcément pensé, qui sont tout aussi impactés, notamment par exemple les crustacés, qui vont voir par exemple le développement de leurs coquilles diminuer à cause des nuisances sonores dans la zone où ils habitent, mais également les poissons. Donc, je dirais qu'il n'y a pas une espèce qui est plus impactée qu'une autre. Après, ça va effectivement dépendre de la proximité des animaux par rapport à la source de bruit. Mmh. Donc que ce soit une source qui soit mobile, comme les bateaux qui bougent tout au long, sur la surface des océans, ou alors des sources fixes, comme par exemple des champs de construction d'éoliennes, par exemple. D'accord. Et alors, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour diminuer cette pollution sonore ? Alors, il y a plusieurs solutions qui existent. La solution qui est la plus impactante, et je dirais la plus efficace à court terme, c'est de réduire la vitesse des navires, par exemple. C'est peut-être assez difficilement contrôlable, à part vraiment à proximité des côtes. Alors oui, c'est effectivement, il y a pas mal de choses à effectivement trouver pour essayer de contrôler la vitesse des navires, mais il faut savoir que chaque navire dispose de dispositifs à bord qui sont contrôlables sur Terre. Oui, des disques d'enregistrement en quelque sorte. Enfin, voilà, je suis pas très calée en bateau, mais ça doit être des choses un peu comme ça. C'est ça, c'est ce qui s'appelle les données AIS, et effectivement on pourrait contrôler quelle a été la vitesse moyenne du navire du port de départ, par exemple au port d'arrivée. Donc il y aurait des moyens qui pourraient être mis en place pour contrôler la vitesse de ce navire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rien qu'une toute petite diminution de vitesse de 10% permettrait déjà de réduire quasiment de moitié les émissions sonores émises par ces navires. D'accord. Donc ça concerne les bateaux, donc tout ce qui est lié au mouvement. Et en ce qui concerne les autres pollutions sonores ?
Alors, les autres sources de pollution sonore, comme par exemple tout ce qui va être construction de chantiers offshore, donc au large des côtes, il existe aujourd'hui des technologies qui peuvent être disposées autour des chantiers de manière à faire un peu des sortes de rideaux acoustiques qui permettraient justement de limiter les sons. Donc, il y a par exemple une technique qui s'appelle le rideau de bulles. En fait, c'est des tuyaux qui sont mis tout autour du chantier, qui diffusent des bulles, qui permettent en fait d'atténuer les ondes sonores qui sont émises par le chantier qui est très bruyant du coup sous l'eau. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais la propagation des sons sous l'eau est très particulière et très facilitée. Oui, exactement. En fait, c'est un petit peu comme la lumière dans l'air. C'est-à-dire que sous l'eau, le bruit va voyager sur des centaines, voire des milliers de kilomètres et de manière beaucoup plus rapide que sur Terre. Vous nous disiez tout à l'heure que les études ont été principalement menées sur les mammifères marins. Est-ce qu'il y a eu des phénomènes assez remarquables de repérer par rapport à cette pollution, peut-être dans leur vie sociale ou dans la manière dont ils se déplacent, dont ils vont éviter certaines zones? Qu'est-ce que l'on a constaté concrètement ? Alors, on a constaté plusieurs impacts qui pouvaient aller d'impacts allant du simple stress, où effectivement on a noté que certains animaux, alors notamment à la suite du 11 septembre, de la tragédie qui a eu lieu aux États-Unis, et en fait des chercheurs ont repéré que dans les fesses de baleines qui ont été récupérées, donc les déjections de baleines, qu'il y avait eu une diminution des hormones de stress à la suite de cet événement, puisqu'évidemment, à la suite du 11 septembre 2001, des attentats terroristes, il y a eu beaucoup moins de transports maritimes dans la zone. Et donc, du coup, des scientifiques qui étaient en train de faire des études à ce moment-là, à récupérer des déjections de baleines, ont pu étudier et constater qu'il y avait une diminution des hormones de stress dans les déjections de ces animaux. Mais il y a eu également des études qui ont démontré que certains animaux changeaient leur comportement, donc fuyaient leurs habitats favoris pour éviter justement les activités humaines génératrices de bruit, avaient des techniques de chasse moins efficaces et dans le pire des cas, subissaient des effets traumatiques. Donc par exemple avec leurs organes qui leur permettent d'entendre qui étaient excessivement affectés, des lésions auditives. Et puis, dans le pire des cas, ça pouvait amener la mort de ces animaux avec leurs échouages. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale des océans. Qu'est-ce qui est prévu justement pour sensibiliser le grand public à cette pollution sonore sous-marine ? Alors aujourd'hui, il y a un événement qui est organisé par l'association Free Spirit, qui se tient à la Halle des Blancs-Manteaux à Paris, qui s'appelle Odyssée. Et du coup, c'est un événement qui vise à sensibiliser le grand public justement sur la nécessité de protéger le milieu marin. Donc, il a lieu de 9h à 19h et l'entrée est libre, gratuite. Donc, c'est pour tout le monde. Il y aura plusieurs activités tout au long de la journée, avec notamment des conférences, des tables rondes, des films documentaires, des ateliers ludiques pour les grands comme pour les petits, avec également pas mal de stands qui seront tenus par des associations œuvrant pour la protection des océans, comme AIFO justement. Nous, on sera présents toute la journée. Et notamment à 16h, on diffusera notre documentaire qui s'appelle Sonic Sea, qui explique l'impact de la pollution sonore qui vient des activités humaines sur les baleines et les autres mammifères marins. Donc ce sera un moment à ne pas manquer si le sujet vous intéresse. Et un moment bien sûr à vivre en famille parce que les enfants sont particulièrement sensibilisés à tous les efforts que l'on devrait faire justement pour préserver notre planète, y compris évidemment les océans. Merci à vous Aurore Morin pour toutes ces explications et donc rendez-vous pour ces événements qui sont en faveur de la Journée mondiale des océans. Merci Aurore. Merci beaucoup. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve tout à l'heure en compagnie de Floki, notre petit pada qui est très très sage depuis le début de cette émission. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio, vos animaux, c'est votre histoire. Et alors, si vous suivez vos animaux et que vous êtes à l'écoute de C'est votre histoire, moi je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à nous découvrir en vidéo, car j'ai beaucoup d'honneur aujourd'hui. J'ai la chance de porter sur mon petit doigt
un pada. Un pada, ce n'est pas un diamant, mais c'est quand même une sorte de diamant, et c'est Grégoire qui va nous en parler tout à l'heure. Un pada, c'est un oiseau magnifique, au tempérament étonnant, extrêmement facile dans le contact avec les humains. Et là, c'est Floki qui me tient compagnie, et son éleveur, Grégoire Dorgier. Bonjour Grégoire. Bonjour Natacha. Merci. Je suis très d'accord avec votre qualificatif du diamant. C'est vrai, hein. Oui. Franchement, c'est assez incroyable. C'est exactement ça. Moi, je dois vous admettre qu'avant de vous rencontrer, je ne connaissais pas les padas. Vous avez monté en fait une structure qui s'appelle MyPada, et vous, c'est vraiment votre passion, ces petits oiseaux. Oui, en fait, tous les oiseaux sont ma passion. C'est assez étonnant, mais à l'âge de 7-8 ans, il y avait une voisine de ma grand-mère qui avait une grande volière avec plein de perruches. Oui. Et plutôt que d'aller jouer au foot avec les copains, eh bien, je contemplais ces oiseaux et je m'en émerveillais. Et je crois que le virus m'est tombé dessus à ce moment-là. Et alors, les padas, vous les avez découverts comment? Alors, en fait, avant d'élever des padas, j'élevais des perroquets, figurez-vous. Donc j'ai arrêté d'élever des perroquets pour des raisons extrêmement précises. Et je me baladais au marché aux oiseaux à Paris. Oui. Et je tombe sur ces couples de petits padas absolument merveilleux. Les diamants. C'est ça. Avec ces couleurs divines. Et je décide d'en acheter 2 couples. Quelles sont les couleurs chez les padas? Alors, Floki, que vous voyez là, est blanc. Oui. Ça, c'est une couleur Ça, assez rare. Il y a des panachés, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mix en fait de blanc, de gris, de noir absolument magnifique. Vous avez aussi des beiges, qu'on appelle les champagnes, comme une espèce de beige qui est le beige qui nous entoure là. Très très joli aussi. Vous avez des gris très clairs, qui sont très très délicats. Et vous avez, entre guillemets, la souche sauvage, c'est-à-dire le noir, le gris, avec un tout petit peu de mauve. Et l'oiseau ressemble en fait à un petit pingouin, c'est assez marrant, comme s'il avait un smoking en fait. Et à l'état naturel, le pada vit où? Il vit en Indonésie. En fait, on appelle ça le nom vernaculaire du pada français, c'est le pada de Java. Le pada de Java. Donc il est endémique de Java en fait. Ah ben voilà Floki qui veut bien nous parler. Tu parles au micro de Sud Radio, Floki? Alors moi, ce qui m'épate vraiment, là ça fait 45 minutes à peu près que vous êtes rentré dans ce studio avec Floki. Il est arrivé dans une petite cage. Là on l'entend. Oui, je lui laisse la parole quand même. Hein. je crois qu'il est très séduit. Il est arrivé dans sa petite cage, on sentait qu'il n'avait qu'une envie, c'était d'être libéré. Vous l'avez tout de suite lâché, il ne connaît pas l'endroit, il ne nous connaît pas ici dans le studio. Et alors il a peur de rien, il a peur de personne. Il est sur mon doigt, totalement à l'aise. Il est apprivoisé ou ils sont tous comme ça? Alors il est évidemment apprivoisé. En fait, toute l'idée de MyPada, c'est d'ouvrir la cage aux oiseaux, c'est de libérer ces oiseaux. Vous savez, les oiseaux de cage, ça fait 2000 ans qu'on les enferme dans des petites cages, on leur donne du millet, et puis il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire pas grand-chose, ils peuvent pas voler, ils s'emmerdent, et ils meurent d'ailleurs. Ils meurent, bien sûr. On a eu ce long sujet ce matin. Exactement, donc ça colle absolument pas, et l'idée de la création de MyPada, c'est en fait un rêve, hein. Je me suis réveillé un matin en me disant, mais on fait que des bêtises là-dessus. Et si on arrivait à libérer, à ouvrir la cage aux oiseaux, donc pour ça, il faut que l'oiseau soit apprivoisé. Donc oui, il est apprivoisé. Un pada qui naît à l'état sauvage, il y en a plein qui naissent dans les élevages en français et en Europe, il est sauvage. Vous ne pouvez absolument pas l'approcher. C'est l'envolée de moineau. Il est aussi sauvage que le moineau qui se trouve dans la rue, en fait. Donc tout le travail, c'est de l'apprivoiser, et de l'apprivoiser par le jeu, parce qu'il faut qu'il se marre. Alors comment on joue avec un pada? Alors c'est extrêmement simple. Le pada, il a un tempérament très chouette. C'est cet oiseau-là d'ailleurs, c'est pas un autre. Hein. Pour information, le pada, il est élevé depuis des centaines d'années en Asie. Donc on n'a rien inventé en fait, en venant avec cette idée en Europe et en France. Donc ça, ils le savent bien. Et on prend cet oiseau et on le prend dans nos mains. C'est la première des choses qu'on fait. Et il va commencer à jouer avec nos mains. Et ensuite, on va écarter nos mains et on va faire en sorte que ce petit pada aille de la main gauche vers la main droite, en volant. Et une fois qu'on a ça, on a gagné. Pourquoi? Parce que la main devient à ce moment-là le point de sécurité de l'oiseau. C'est le sanctuaire de l'oiseau. Alors c'est une merveille, parce qu'il suffit de tendre la main après, pour que le petit pada, il revienne sur la main, parce que c'est là qu'il est bien, c'est là qu'il fait dodo, c'est là qu'il donne des bisous, et c'est là qu'il est en confiance. C'est aussi simple que ça? Alors c'est extraordinairement compliqué. C'est ça, parce que là vous nous racontez la belle histoire, mais j'imagine que la réalité est un petit peu plus... Alors la réalité a été une très belle histoire, mais elle a été une histoire longue. On a mis 4 ans
pour comprendre et pour mettre au point d'abord l'élevage et pour mettre au point les techniques d'apprivoisement. Sans entrer dans le détail, on ne voulait pas de techniques d'apprivoisement coercitives, pas question de tresser, pas question de forcer, pas question de mettre ça en place. Et l'idée, c'était d'y aller par le jeu. Et voilà pourquoi on a mis autant de temps. Alors là, bon, il est parti, hein, il a quitté ma main, mais il est arrivé sur l'épaule de notre réalisateur quand même, qui est très content. Absolument, parce que il a déjà fait un stage d'ailleurs. C'est quand même assez inhabituel, hein, dans le studio de Sud Radio d'avoir un oiseau. Donc nous, on est super contents ce matin. Oui. Donc c'est une longue technique d'apprivoisement. Évidemment, c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Ça a été très compliqué. D'abord, il y a plusieurs techniques. Est-ce que les gens sont capables de le faire eux-mêmes ou est-ce qu'il faut qu'ils fassent acquisition d'un PADA déjà apprivoisé? C'est honnêtement très compliqué à faire. Pour arriver au résultat, donc par le jeu et par la confiance, et faire en sorte que cet oiseau puisse venir dans la main parce que c'est son point de sécurité, c'est son sanctuaire, ça c'est vraiment très compliqué. On a mis 4 ans et on connaît bien le métier. Donc, si vous voulez... Et c'est possible avec les PADA et avec d'autres espèces, ou est-ce que le PADA a quand même une prédisposition naturelle à cela? Alors c'est possible avec d'autres espèces, oui. Par exemple, on peut le faire avec un canari. Sauf que le canari n'a absolument pas le tempérament, il n'a pas la curiosité, il n'a pas l'intelligence et l'empathie du PADA. Donc vous n'obtiendrez pas grand-chose. Après, on peut le faire avec des perruches et des perroquets. Ça, c'est fait depuis des dizaines d'années. Ça, on a là-dessus, les choses sont claires. En revanche, perruche, perroquet, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il a un bec crochu. Donc, vous ne laissez pas un perroquet dans votre salon pendant toute l'après-midi. Plus de salon. Oui, c'est ça. Il vous ravage tout. Plus de rideaux, plus de fil électrique, etc., etc. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme, on le laisse dans une cage et ça marche plus. C'est ça qui nous intéresse plus. Alors que le PADA, vous pouvez le laisser en liberté. Il n'a pas un bec crochu, il a un petit bec droit. Donc il est strictement inoffensif, c'est une merveille, le diamant, 25 grammes, et il est ravi dans des habitats très très petits. Et vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on démarre l'émission, qu'un PADA, ça vit à peu près 8 ans, c'est ça? C'est ça, oui, en gros 8 ans. Il peut vivre tout seul ou il faut qu'il ait un copain, une copine? Alors, il peut vivre tout seul si vous êtes très là. Et si... Oui, c'est toujours la même histoire. Exactement. Mais si, dans le cadre de votre boulot, vous pouvez venir avec votre petit PADA, à ce moment-là, il n'est pas impérieux, pas indispensable d'avoir un deuxième. En revanche, si vous êtes au boulot, etc., oui, alors, excusez-moi, mais franchement, Grégoire, les boulots où on peut arriver avec un oiseau sur l'épaule... Et ça court pas les rues quand même. Il y en a, parce qu'il y a tous les freelances, etc. Ça, à ce moment-là, ils se débrouillent. Mais tous ceux qui ont une vie, entre guillemets, dite traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va au boulot, etc. Là, à ce moment-là, c'est archi chouette d'en avoir 2. Du reste, au Japon, là, vous en avez des millions en apprivoisés. C'est extrêmement répandu depuis des années. Les Japonais les ont par paire ou même par petites tribus. Il y en a toujours 3 ou 4, ce qui est absolument génial d'ailleurs. Vous avez 3-4 petits oiseaux qui sont là, qui viennent sur votre épaule. Et alors, quand on a des PADA à la maison, ils ont quand même une cage pour passer la nuit ou pas du tout? C'est pas nécessaire? Il lui faut bien une petite piole quand même. D'accord. Il faut bien une petite chambre. Mais on laisse la porte ouverte ou pas? Bien sûr. Vous n'avez jamais de la vie vous l'enfermez. Alors, j'adore cette philosophie. Oui, mais c'est toute l'idée. Donc on a créé une bulle, un peu comme une bulle d'air. On ne veut pas l'appeler cage, parce que cage, c'est barreau, c'est dégueulasse. Oui, cage, c'est sûr qu'il y a une connotation assez négative. Et dans cette bulle d'air, qui est assez grande, eh bien, vous pouvez la planter, vous pouvez l'aménager, vous pouvez mettre de la terre, vous pouvez mettre des... Donc c'est absolument magnifique, ça crée une espèce de petit biotope. Et puis c'est la piole, entre guillemets, de l'oiseau. C'est là qu'il va dormir, c'est là qu'il va se reposer, c'est là qu'il va manger, s'alimenter, etc. Alors là, je suis sûre qu'en vous écoutant, il y a plein d'auditeurs de Sud Radio qui vont avoir envie d'abord de découvrir les PADA et peut-être d'en acquérir un, voire plusieurs. Comment on s'y prend? Qui on va voir pour être bien conseillé? Enfin, vous voyez qu'il ne faut pas que ce soit une mauvaise aventure, ni pour nos auditeurs, ni pour les PADA. C'est un énorme point, ce que vous soulevez là. C'est un point absolument essentiel. En fait, chez MyPADA, il n'est pas possible d'acheter un PADA spontanément. D'accord. Ça ne marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Vous n'avez pas le e-shop où on achète le PADA, ça nous rassure. Il se trouve qu'on a quand même un site internet pour expliquer les choses, mais vous ne pouvez pas l'acheter directement. Vous devez d'abord avoir un entretien, ce qu'on appelle l'entretien adoptant, avec quelqu'un de chez nous. Cet entretien, il dure 45 minutes. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est à vie 8 ans, c'est un petit chien à plumes, invraisemblable, mais vous allez tisser une relation qui est absolument considérable. On entendait tout à l'heure cette auditrice qui avait tant de peine à avoir perdu. On a exactement le même impact avec cet animal parce qu'il y a une proximité absolument folle. Donc il est très important de comprendre si le profil de la personne que nous avons avec nous est OK,
Ils peuvent en accueillir un. Et surtout, très important de comprendre, parce que nous-mêmes, on connaît tous nos oiseaux et on connaît leur profil. D'accord. Donc en fonction après, de ce que vous allez me dire, sélectionnez l'animal en fonction des gens. Je sais déterminer ce qui sera bien pour vous. Et on y a tous tout intérêt. Et je peux repartir avec Floki ou pas alors? Alors ça, il en est strictement hors de question, parce que c'est la mascotte de l'élevage. Si, je suis adorable, mais là, vous me fendez le cœur. Bon, en tout cas, un grand merci Grégoire Dorger d'être venu accompagné de Floki. Franchement, c'est une belle rencontre, des rencontres comme on les aime, une belle histoire. Et puis, une très jolie découverte. Vous voyez, il est toujours sur mon doigt. Hein. Je crois qu'il m'aime bien quand même. Allez, ça m'ennuie. Je vais repartir avec. Je dois dire que ça m'ennuie un tout petit peu. Bon, allez, je vous souhaite un excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio. Bien sûr, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Peut-être que Floki sera encore avec moi, on verra. Ciao à tous. J'espère que non. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.